on va poursuivre la discussion par une table ronde. Alors, je vais appeler plusieurs personnes. Alors, à commencer par Joël de Ronet, le scientifique surfeur qui est intervenu hier. Vous pouvez les applaudir. Monsieur Claude Tétaz, nageur photographe des ours blancs. Betty, des ours blancs, qui va descendre. Yannick Lerat, du CEVA, que nous avons vu hier. Et Yasuko Juando, du Japon. Attention, on marche. Bon, alors l'idée de cette table ronde, c'est un peu de comparer nos modes de vie entre l'Angleterre, la France et le Japon. Donc, en Angleterre, comme Matt vient de l'expliquer, on semble vivre en meilleure santé sur la côte. En France, on n'a pas vraiment de données, on n'a pas fait ce genre d'études, même si après avoir contacté l'Observatoire régional de la santé en Aquitaine, il semblerait que peut-être il y ait des indices pour que ce soit le cas. Mais, bon, pour l'instant, ils n'ont pas étudié la question, ce sera intéressant de le faire peut-être dans le futur. Mais on va déjà essayer de comprendre comment les gens vivent en France et pourquoi des personnes, des seniors comme on les appelle, sont en parfaite forme. Donc pour ça, j'ai choisi 3 excellents exemples, et à commencer par Joël de Ronet, à qui j'ose peut-être pas demander son âge, mais qui va le dire sans problème, qu'il n'y a pas de tabou, et qui va nous expliquer un petit peu comment son mode de vie, son activité physique et son alimentation peut expliquer son état de santé. Oh, j'ai aucun problème pour dire mon âge, j'ai 76 ans, je suis dans ma 77e année. Ça fait 56 ans que je surfe non-stop, jamais arrêté, été comme hiver, avec tous les équipements et les combinaisons qu'on a, on peut maintenant surfer l'hiver, avec toutes les prévisions qu'on a, on peut vraiment calculer les bons moments. Mais il n'y a pas que le fait de se trouver au bord de la mer qui maintient en forme. Il y a aussi la nutrition et l'exercice. Je pratique l'exercice tout l'hiver. J'ai un vélo d'appartement, j'ai un rameur, j'ai fait des poids. Donc pendant tout l'hiver, je me prépare et par conséquent, j'arrive en forme ici et donc il n'y a pas le choc, disons, de l'eau et du froid. Et puis il y a la nutrition, c'est absolument indispensable, qui est lié aussi au fait de se confronter aux vagues. La nutrition, c'est pas de graisse, pas de plats préparés, pas trop de sel, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, boire très souvent. Enfin, tout ceci, ce sont des éléments qu'on connaît depuis longtemps, on en a beaucoup parlé, donc ce n'est pas la peine de trop insister. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que la mer, alors maintenant en reprenant l'endroit où on est, quand par exemple à grande marée basse, on peut marcher depuis la côte des Basques jusqu'à Guétari par exemple, on a cette impression incroyable que la mer s'est retirée pour vous, on a un espace supplémentaire qui donne beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, comme ceux des ours blancs aussi qui vont nager toute l'année autour du Caritz ou du Boucalo, ce sentiment d'avoir son terrain, son territoire, que la mer nous donne. J'ai souvent employé dans mes livres les 2 termes de déterminisme et de liberté. Le surfeur, il est sur une vague qui est déterminée par une tempête dans l'Atlantique Nord et qui arrive ici sur le spot qu'il connaît très bien. Donc c'est déterminé, c'est pas moi qui l'ai fabriqué cette vague. En revanche, la liberté, je peux l'exercer sur cette vague. Je peux rester longtemps, je peux rester moins longtemps selon la préparation. Donc le déterminisme et la liberté, c'est le jeu avec les forces de la nature, tout en exerçant son libre arbitre personnel. Donc le fait d'avoir cette plage dégagée pour pouvoir marcher, le fait aussi près de la mer de pouvoir manger du poisson aussi, peut-être du poisson frais, mieux peut-être que dans le fond des villes, tout ceci contribue à cette santé qui a été très très bien décrite par le professeur White tout à l'heure. Et je crois que lié au surf, il y a une préparation intense qui nécessite une très grande discipline. Une discipline de sommeil, une discipline de nutrition, comme je l'ai dit, une discipline d'exercice, une discipline aussi vis-à-vis des autres surfeurs. Et je dirais 2 mots quand même, parce qu'il y a aussi des désavantages. Donc là, j'ai parlé des avantages, des effets d'une bonne nutrition et d'exercice, mais je voudrais parler quand même aussi des risques,
parce que ça fait partie de la santé, de la prévention, hein. Surf prévention après tout quand même, Guillaume. D'abord, il y a une chose qu'on dit peu, c'est que les embruns qu'on respire à plein poumon, si on se trouve dans un endroit où il y a du vent d'ouest et que c'est l'embouchure, par exemple, de l'Adour, eh bien, ces embruns contiennent beaucoup de polluants et notamment des virus. Il faut le savoir. Alors, on respire à plein poumon, mais les embruns, les particules d'eau, sont souvent chargées par l'eau polluée de particules virales ou de particules bactériennes. Donc, il faut le savoir, surtout si on est près de l'embouchure d'une rivière polluée. Dans une plage déserte, il n'y a pas trop de problème. Il y a ça, c'est un désavantage. Un avantage, je vais dire les désavantages et les avantages en même temps, c'est la vitamine D3. Le soleil sur le corps, surtout si vous pouvez vous exposer nu dans des plages comme les 100 marches ou des endroits où vous êtes un peu tranquille, une demi-heure de soleil entier sur votre corps, ça produit 15 à 20 000 unités de vitamine D. C'est plus que de prendre une pilule de Zuma D. Et vous savez que la vitamine D3, c'est excellent pour la prévention de certaines maladies osseuses. C'est également aussi préventif contre le cancer. Donc les UV plus la vitamine D3, si vous voulez faire un peu de nudisme, c'est excellent pour la santé et pour le moral aussi. Je ne dis pas ça pour les gens pudiques. Peut-être qu'ils veulent être contre ça, mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien. Alors, les désavantages du surfeur, on les connaît maintenant, c'est l'exostose. Il faut protéger ses oreilles, absolument, parce que l'on risque, si on ne met pas de boule dans les oreilles, d'avoir un espèce de cartilage qui pousse et l'opération est assez délicate, assez compliquée. Le deuxième problème, et moi je suis confronté, pas à l'exostose, mais c'est le ptérygion, c'est-à-dire une espèce de membrane conjonctive qui pousse sur l'œil. Et ça, beaucoup de surfeurs, malheureusement, sont exposés à ça. Il faut une opération qui est assez inquiétante. Je vais la voir, moi, le 14 octobre, donc pas très longtemps. Donc attention aux yeux. Je surfe, Guillaume le sait, avec un casque qui a une visière UV. La visière UV protège quand même pas mal, mais il y a aussi des lunettes qui existent, qui permettent de protéger ses yeux. Il y a les vertèbres du cou. On est toujours trop crispé, trop raide, parce qu'on veut voir où sont les vagues, où sont les autres surfeurs, et il faudrait de temps en temps faire retomber la tête, parce qu'on abîme les vertèbres d'ici. Et enfin, il faut surfer avec un casque, parce qu'on a des risques de sa propre planche et des planches des autres. Donc voilà quelques ennuis du surfeur, quelques ennuis de la respiration en pleine mer, mais en général, comme le Dr White l'a montré, c'est tout à fait bénéfique pour la santé. Et quand on va avec les enfants sur la plage, tout le monde gambade, tout le monde court, ça incite à bouger, et ça c'est essentiel. Bouger, manger bien. Alors merci Joël, juste pour finir avec toi, tu m'as dit l'autre jour que le surf pour toi était l'exercice cardio le plus efficace parce qu'il se déroulait en 3 phases. Oui, c'est démontré maintenant par les médecins et les cardiologues. Le surf est un des sports qui est le plus efficace pour le cœur en bonne santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 phases. Il y a la phase intense où on prend la vague et il faut ramer très très fort et quelquefois le battement de cœur va monter jusqu'à 140, 145 pendant un temps très court. Ensuite, on repart chercher la vague et donc c'est plus endurant, il faut passer sous les vagues, mais c'est plus long. Donc c'est un moment pour le cœur qui est plus réparti sur la durée. Et puis ensuite, on s'assied avec les copains, on bavarde, c'est un peu café du commerce. Quelquefois, on attend 15 minutes la série des vagues et là, il y a un repos formidable. Donc intense, phase prolongée, phase de repos. Parfait. Alors je voudrais juste apporter une précision par rapport à la qualité de l'air marin. C'est une thématique qu'on n'a pas pu aborder là sur cette édition, mais qu'on abordera à la prochaine. L'air marin, tu as raison de le soulever, peut être pollué au même titre que l'eau, mais en général, quand l'eau ne l'est pas polluée, l'air marin, par contre, peut être bénéfique. Mais bon, ça, c'est une thématique qu'on développera. Voilà. Alors, on va passer la parole maintenant à Betty. Betty qui est notre doyenne aux ours blancs. Donc les ours blancs, il y en a plusieurs dans la salle. C'est un club qui se baigne toute l'année en maillot. Donc, même question qu'à Joël, Betty. Je ne sais pas si ça se demande à une femme. Quel âge as-tu ? Tu parles dans le micro. Je suis née en 29. Hein. Alors, 29. Les années 29 vous contemplent. Voilà. Alors, est-ce que tu te baignes régulièrement ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Tous les jours. Tous les jours ? Ah oui. Tous les jours, je me baigne. Oui. C'est-à-dire même qu'il pleuve, qu'il vente ? Ah oui, la pluie, le vent, tout. Voilà. Et alors, est-ce que tu dirais que ça a un impact positif sur ton bien-être ? C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment m'en passer, voilà. Bien. Alors donc, j'imagine que... Contre le menton, voilà. Voilà. Oui, alors je disais que bon, je ne peux pas me passer du bain de mer. Je ne sais pas si
Il est certainement bénéfique pour ma santé, puisque je pense il m'apaise, voilà, ça me convient. C'est peut-être pas pour tout le monde pareil, mais moi, ça me convient très très bien. Ça va faire 10 ans que je suis installé ici, et 10 ans que tous les jours, tous les matins, à heure régulière, je suis au Port-Vieux. Quel que soit le temps. Alors il m'arrive de ne pas rentrer dans l'eau si les conditions sont vraiment trop fortes quand même. Mais c'est vrai que c'est rare, c'est vrai. Mais bon, ça peut arriver. Alors merci Betty, on va peut-être passer la parole à Claude. Hein, on peut applaudir Betty au passage, hein, parce que... Alors Claude, même question. Quel âge as-tu ? J'ai le même âge que M. de Ronet. J'ai 76 ans. Et je suis de son avis sur tout ce qu'il vient de dire. Parce que les bains de mer apportent quand même quelque chose de très important sur notre santé. Je suis un hypertendu. Je pratique beaucoup de sport. Je fais de la danse. Je suis également à l'USB depuis des années et le fait d'être aux ours blancs, je remercie au passage notre ancien président, M. Alain Le Tourneur, d'être là, parce que c'est grâce à lui si nous sommes ici. Et donc, presque tous les jours, je suis au Port-Vieux, je me baigne. En ce moment, je me baigne 3 fois par jour. 3 fois par jour en ce moment. Ouais. Et ce matin, je me suis baigné à 10h30, je suis sorti d'ici, je suis allé me baigner. Et nous avons eu à droit à beaucoup de nuages, beaucoup de pluie en sortant. Et je retourne ce soir à 19h30, je suis encore dans l'eau. Bon, ça n'arrête pas. Donc la prochaine intervention, justement, je vous parlerai de l'impact des bains de mer sur la santé. Voilà. Donc on va passer la parole à Monsieur Lerat, qui va peut-être nous donner un éclairage sur comment on vit en Bretagne par rapport à cette hygiène de vie, par rapport à la consommation alimentaire. Comment on vit en Bretagne ? Déjà, l'eau de mer est un petit peu moins chaude. Donc je connais des gens qui se baignent tous les jours, toute l'année. Et j'avoue quand même, c'est un certain courage. Et assez étonnamment, d'ailleurs, ce sont essentiellement des femmes. Relativement peu d'hommes qui se baignent toute l'année. Et la description qu'elles en font, c'est effectivement un gain d'énergie, en fait, quand elles sortent de l'eau. C'est une énergie qui les transporte pendant des jours. Et il y a vraiment Et ce sont des gens qui sont en général en très bonne santé, quoi. Sinon, le lien avec l'eau, c'est vrai que la Bretagne est très peuplée plutôt sur les côtes. Et il y a une attirance naturelle, en fait, à la fois pour le travail, probablement, mais aussi une attirance naturelle pour être le long des côtes, pour habiter. Et d'ailleurs, ça devient problématique dans certaines zones où c'est très difficile d'habiter, compte tenu de la pression au niveau des tarifs, des prix, etc., au niveau des maisons. Moi, j'ai la chance de travailler à un endroit, donc au CEVA, où on est les pieds dans l'eau. Et c'est vrai que j'ai fait d'autres entreprises avant, avec tout son cortège de management, de gens stressés, etc., d'objectifs, de calendrier, de chiffre d'affaires. Et j'avoue que là, c'est rare de voir des gens très stressés, en fait. C'est-à-dire qu'on a quand même, il suffit de regarder par la fenêtre quelques minutes, quand on voit effectivement la mer juste devant nous, avec l'île de Bréa derrière, un lever de soleil ou un coucher de soleil, bon, tout de suite, ça calme, quoi. Donc c'est rare qu'il y ait des gens très très stressés qui débouchent sur des conflits, etc. Donc les gens sont quand même beaucoup plus calmes. Alors après, en Bretagne, on a d'autres soucis. C'est vrai qu'il y a aussi un peu d'alcoolisme, il y a un petit peu de maladies, je dirais, qui sont un peu endémiques. Mais globalement, sur le bord de mer, les gens commencent vraiment à prendre soin de leur santé. Et on le voit, nous, dans nos projets sur les algues, tous les projets en nutrition santé sont assez porteurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y intéressent. Et c'est un domaine qui est en pleine progression depuis maintenant à peu près 5 à 7 ans, où vraiment on est passé par la phase un petit peu industrielle, où c'était la pilule, le complément alimentaire, etc. Mais maintenant, les entreprises reviennent plutôt sur de la nutrition, mais intégrée dans l'alimentation normale. C'est-à-dire des plats préparés qui vont être sains, avec des bons produits, avec des algues pour apporter des fibres alimentaires, et puis pour apporter un peu la nouveauté aussi qui va plaire aux gens, aux consommateurs, pour trouver, je dirais, des nouveaux légumes. Et donc on sort un petit peu de ce côté pilule pour rentrer dans le côté réfléchi un petit peu d'une nutrition. Et on commence à travailler aussi sur certains projets qui me plaisent beaucoup et qui me tiennent à cœur. C'est tout ce qui est nourriture adaptée pour les convalescents. C'est-à-dire les sorties de chimiothérapie, les sorties de traitements hospitaliers un petit peu longues.
Il y a des formulations alimentaires qui sont en train d'être mises en place dans lesquelles on commence à intégrer des algues et qui apportent beaucoup de bénéfices. Donc on passe vraiment sur de la prévention et puis intégré dans l'alimentation de tous les jours. Alors, est-ce que la consommation d'algues, justement, en France, est suffisante, pas suffisante? Bon, je connais un peu la réponse. Peut-être faire un début de comparatif avec le Japon. Je ne sais pas si vous avez des notions là-dessus. Alors, on a quelques données, évidemment, que l'on partage. Et là, j'aimerais bien échanger aussi avec vous sur le sujet. Donc, l'exemple le plus courant que l'on partage, c'est l'exemple de l'île d'Okinawa avec l'île des Centenaires, où on a une population donc, qui se nourrit d'algues, c'est vrai, mais qui se nourrit aussi beaucoup de poissons, de produits de la mer, de thé. Et on oublie souvent de le préciser, mais aussi qu'il y a une hygiène de vie, en fait, en termes de pratiques physiques, en termes de, je dirais, d'assets, c'est-à-dire de quantité consommée aussi dans les repas, etc. Et tout ça contribue finalement à un bien-être et certainement aussi une explication de leur longévité. Et je crois que sur cette île-là, d'après nos données aussi, il y a une base américaine qui existe. Et il y a aussi sur cette île une population d'obèses. Alors ce n'est pas forcément les Américains, mais plutôt les populations plus jeunes en fait, de Japonais, mais qui ont pris les habitudes alimentaires, donc plutôt nord-américaines. Et c'est très intéressant parce que finalement on a quand même une population qui au niveau génétique est la même. Donc il n'y a pas une prédisposition génétique forcément à être centenaire, mais on voit qu'en changeant le cadre, en changeant l'alimentation, on a un effet qui est complètement différent, quoi. Donc c'est ça que je voulais apporter comme témoignage. Oui, et je pense que c'est tout à fait, vous avez raison. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Le Programme Okinawa, qui a été écrit par un docteur Kurte, je crois. Et c'est basé dans un autre livre qui s'appelle Okinawa Programme, qui a été écrit par les gens d'Okinawa. Et il montrait effectivement que c'est pas seulement les alimentations, c'est aussi beaucoup de leurs habitudes et de façon dont ils réfléchissent. Et ils ont des rythmes un peu plus longs parce que c'est du sud, c'est le climat très doux, etc. Et on dit en japonais nankurunaisa. Nankurunaisa, ça veut dire que en français c'est c'est la vie, c'est pas la peine de se presser. C'est la vie, c'était passé comme ça. Je pense qu'ils ont moins de stress avec leur façon de réflexion. Et puis également, vous savez qu'au Okinawa, c'est là karaté qui est né. Et oui. Et donc, karaté, moi, j'ai pratiqué une fois dans le cadre de tourisme, etc. Mais la particularité, c'est un art martial. Mais on ne commence jamais d'attaquer de soi-même. On attend toujours l'autre qui attaque, mais en une seconde, il voit, mais qu'est-ce qu'il va faire sur moi? Et après, on résiste et puis on commence à attaquer. Ce n'est pas pour résister, mais pour attaquer, mais on ne commence pas par soi-même. Ça, c'est la mentalité aussi peut-être je sais pas, de longévité. Je ne sais pas du tout si c'était la réponse de votre question. Alors c'est intéressant de parler du Japon parce que c'est quand même le peuple qui vit le plus longtemps jusqu'à nos jours là, et de voir un peu les facteurs d'hygiène de vie qui peuvent expliquer ça. Donc vous pouvez peut-être redire un petit peu ce que vous avez dit hier par rapport à la culture du bain. La culture du bain, d'accord. Oui, c'est vrai, merci. Oui. Et Okinawa, c'était un peu comme ça. Et puis, les Japonais qui adorent prendre le bain, déjà, le Japon, c'est une archipel. Et il se compose de 4 îles principales et plus 7 milliers de petites îles. Et donc, c'est archipel, il y a des mers partout, mais 70% de territoire du Japon est montagne. Et c'est-à-dire que volcanique, et il y a beaucoup de sources chaudes, et 3200 stations thermales qui existent à travers tout le Japon, 28 000 sources chaudes, dont 8 000 sont de naturel et d'autres c'est forage. Les Japonais qui adorent prendre le bain, un peu plus chaud, de 42 degrés, c'est plus chaud qu'en France. Et il y a une étude qui fait que
peut-être les Japonais qui prennent tous les jours de bain chaud, et c'est pourquoi peut-être ils dorment bien après et on vit plus longtemps. Et aussi, on boit beaucoup du thé vert. Et du thé vert aussi, c'était depuis très très longtemps, c'était une sorte de médicament. Et donc, du bain et du thé vert, peut-être sont les deux choses qui font vivre longtemps aussi les Japonais. C'est intéressant ça, parce qu'on va parler des bienfaits des bains froids, mais les bains chauds ont aussi un bénéfice, et même des fois l'alternance des deux. Donc on va peut-être redonner un petit peu la parole à Joël, si tu veux rajouter quelque chose, toi qui as étudié cette question de la longévité, qui a même écrit. Je voudrais ajouter quelque chose sur Okinawa. J'ai lu le livre de Kurté aussi sur le programme Okinawa. Je ne peux pas le dire en japonais, peut-être vous allez pouvoir le traduire, mais il y a une phrase qui dit « Ne mangez qu'à 80% de votre faim ». Comment ça se dit en japonais ? Hara hachibume. Hara hachibume. Bon, je vais pouvoir le redire. Donc, restez toujours un peu sur votre faim. Ça, c'est très important. Et je voudrais ajouter sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le surf 2 éléments. C'est la résistance et la psychologie. Voilà, la résistance pour une bonne session de surf, il y a des amis surfeurs dans la salle, ils savent de quoi je parle. Quand c'est vraiment très bon, je peux faire 2 heures le matin, 2 heures autour du déjeuner à la marée remontante, par exemple, et 2 heures le soir. Ça fait 6 heures de surf. 6 heures de surf, ça se prépare. En plus, tu ne surfes pas n'importe quel spot. Je ne surfe pas n'importe quel spot. Je vais surfer à Parlementia, je vais surfer à la Fitenia. Il y a un spot de grosses des vagues. sports qui sont très longs, les vagues sont longues. Mais ce que je veux dire, ça se prépare comme un marathon. Il faut manger des glucides à assimilation lente avant, quand on sait qu'on va avoir une longue session. Donc ça se prépare. La résistance vient de la nutrition, de l'alimentation. La seconde chose, c'est la psychologie, c'est-à-dire la méditation. Moi, tu le sais, je fais de la méditation depuis très longtemps, depuis que j'étais aux États-Unis, au moins 20 minutes chaque jour, quelles que soient les conditions, à Paris comme ici. Et la méditation me permet de trouver les forces en moi pour lutter contre le stress quand, par exemple, pas tout le temps, mais par exemple, quand je suis sous l'eau, sous une grosse vague, une vague de 2,50 m, 3 mètres à Parlementia va te tenir au moins 10 à 12 secondes sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Tu as beau donner des coups de pied dans le fond, tu ne remontes pas. Et quand il y a des périodes comme en ce moment de 12 secondes entre les vagues, si tu restes 12 secondes, tu vas prendre celle d'après. Et là, c'est vraiment terriblement stressant. Et donc, il faut s'apprendre soi-même à lutter contre cette peur. Et ça s'entraîne, c'est également un entraînement. Donc, je voulais dire que tout ceci a l'air un peu donné de soi, vivre près de la mer, être sur les côtes ou faire du surf, mais ça nécessite aussi une adaptation, un entraînement, une formation à la fois psychologique et physique. Ok, parfait. On va peut-être laisser le mot de la fin à Matthew White, après tous ces témoignages qui corroborent un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la côte, on a des gens en bonne santé, peut-être en grande partie parce qu'ils font de l'activité physique. Vous, au Royaume-Uni, en Angleterre, est-ce qu'il y a cette culture, pareil qu'en France, de marcher en bord de mer, de faire du surf? Bon. Let's be honest, the water's a lot colder, for a start, particularly as you get further north. So no, there isn't such a culture. The data suggests there's about 260 million visits to the seaside every year in England. About 4% of those people actually get in the water. So 96% of the visits to the sea don't involve these activities. That doesn't mean they're not important, but when we're looking at public health, the most important things are going for a walk. Though you made a very good point earlier, Guillaume, you said that the bacteria is in the sand. So about 30% of people will spend time in the sand, especially children. So in terms of possible pollutants, then yes, a lot of people are being exposed. In terms of longevity in the UK, there was a study published in 2008 which looked at life expectancy in England with the population data of 40 million people. And they found that people who live next door to urban parks were more likely to live to retirement age. They were looking at death rates, mortality at age 65, than people who didn't live near urban parks. Now, no one has done this analysis for the coast yet. We're looking into it. Again, the same mechanisms of more physical activity, even walking, and stress reduction increases your life expectancy in England if you live near green space. I would imagine the situation is the same for the coast, but I've no idea, I'm afraid. Thank you.
Voilà, donc plusieurs témoignages qui nous montrent qu'avec une bonne hygiène de vie, une activité physique régulière, on peut vivre en bonne santé longtemps et en consommant peu de médicaments. Alors ça va rejoindre un peu ce que je vais vous raconter dans le prochain speech. Je vais vous demander de raccompagner sous les applaudissements nos conférenciers.